Oh, vous n'êtes vraiment pas Ritter ?» précisa Béatrice. La jeune fille se souvint qu'il n'y a pas si longtemps, elle avait lu dans un livre que les dragons étaient connus pour être capables de communiquer avec les humains, même sous la forme d'une bête. Personne d'autre ne peut le faire. Alors pourquoi Ritter a-t-il menti? Il est très rusé, il ne fait rien sans raison. Il est évident qu'il prépare quelque chose, se dit Béatrice. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu soudainement dans le nord? J'ai remarqué que tu avais un nom, dit le dragon. Oui, tu peux l'imaginer. Maintenant j'ai mon très, très vrai nom. J'espère vraiment que nous continuerons à nous voir, toi et moi, répondit Béatrice. Je suis le prince tout le temps, et tant qu'il sera là, je pourrai vous voir. Comme je suis sa servante, je dois le suivre. La seule chose, c'est que nous ne pourrons pas vous voir pendant la journée. Je viendrai te voir le soir. Le dragon promit à la jeune fille. À propos, j'ai entendu dire que tu avais vu son Altesse le premier prince dans la journée. Est-ce la première fois que tu le vois? Que penses-tu de lui? Et que dois-je répondre au dragon? Comme il est le serviteur du prince, il se soucie de sa réputation. Il vaut sans doute mieux pour lui que je réponde honnêtement, se dit la jeune fille. Béatrice avoua au dragon que le premier prince était un adepte du flirt. Quoi? Qu'est-ce qui te fait tirer cette conclusion? Est-ce qu'il se drague lui-même? S'exclama le dragon, surpris. Non, je ne dirais pas qu'il s'est permis des libertés, mais il y a un certain mystère dans son comportement, et je dois avouer que je le trouve un peu mignon, répondit Béatrice. Béatrice bâille et se frotte les yeux en dormant. Je t'empêche de dormir, je suis désolée. Va te coucher, il est temps pour toi de te reposer. Fais de beaux rêves. Le dragon dit cela et s'envola dans le ciel. Quelques minutes plus tard, son frère fit irruption dans la chambre de Béatrice. Il remarqua qu'il y avait une odeur étrangère dans sa chambre. « Carlitus, tu l'as imaginé. Il n'y avait personne, je suis seule, » dit Béatrice en souriant. La jeune fille devinait que si son frère apprenait qu'un dragon lui avait rendu visite, il aurait des ennuis. « Alors va te coucher, il se fait tard. Et n'oublie pas, si ce type aux cheveux noirs, le premier prince, s'approche de toi, ignore-le. Tu dois ignorer tous les hommes qui veulent t'épouser en général, » dit Carlitus à sa sœur. En se réveillant le matin, Béatrice remarqua que tous les serviteurs s'agitaient pour quelque chose. Un peu plus tard, la jeune fille apprit que sa famille préparait le prochain banquet en l'honneur de la victoire. Le banquet aura lieu dans le château du duc. L'une des servantes tendit une enveloppe à Béatrice. Elle contenait une invitation à un goûter. « Je suis sûre de n'avoir invité que des dames à ce goûter. » D'un ton mécontent, le premier prince fit remarquer. « N'appelez pas ma sœur une dame. » Carlitus s'indigna. « Comment suis-je censé l'appeler? Par son prénom? Je ne vous aurais jamais cru si sensible. Pourquoi es-tu si méfiant? Vous savez que je ne franchirai jamais la limite de ce qui est permis. » Carlitus fut rassuré par le premier prince. Carlitus savait que beaucoup de filles aimèrent le premier prince. Elles le trouvaient beau. Il ne voulait pas non plus que sa sœur tombe amoureuse du premier prince. À côté d'elle, il voyait un tout autre époux. « Je traite Béatrice avec sincérité et j'aimerais avoir une sœur aussi gentille qu'elle. » Le premier prince remarque. « Que de cheval! Tu te souviens de ceux dont nous t'avons parlé la veille au soir? Je t'ai demandé d'ignorer ce type. Essaie de ne pas lui parler. » grommela Carlitus. « Mais je ne peux pas faire ça !» s'exclame Béatrice. La jeune fille savait que le premier et le second prince avaient une relation assez compliquée. Elle voulait en profiter. Béatrice voulait se venger du second prince avec l'aide du premier. « Ah, ma sœur protège le premier prince? Est-elle déjà fascinée par lui ?» s'étonna Carlitus. « À cause de l'invité indésirable, nous avons perdu l'occasion de prendre le thé en privé avec la dame. Finissons-en avec les présentations et faisons plus ample connaissance, » demanda le premier prince. « Jeune fille, puis-je avoir l'honneur de vous baiser la main ?» Le premier prince se dirigea vers Béatrice et mit un genou à terre devant elle. « Vous avez perdu la tête? Pourquoi lui baiser la main pour mieux la connaître? Comment osez-vous flirter avec ma sœur devant moi ?» Carlitus, outré, saisit le premier prince par les pectoraux. Artel lui expliqua qu'il voulait simplement lui témoigner du respect. « Frère, je ne suis pas du tout offensée. Et moi aussi, j'aimerais mieux connaître le premier prince. Je veux connaître son nom, » dit Béatrice. « Allez-y, dites votre nom, mais rien de plus. » Carlitus se plaça dans le dos de sa sœur. « Mesdames,
Permettez-moi de me présenter plus officiellement. Je m'appelle Artel Dukes Astrom. J'ai 12 ans à l'heure actuelle. Le premier prince s'agenouilla à nouveau devant Béatrice. Béatrice remarqua que le dragon et le premier prince portaient le même nom. La jeune fille se dit que c'était probablement dû au fait que le nom d'Artel était assez courant. « Duc, tu m'as rappelé. Cela signifie-t-il que tous les malentendus entre nous sont résolus ?» clarifia Firina. Le duc lui a répondu qu'il la rappelait chez lui pour vérifier quelque chose. Firina devait apporter au duc un médicament de la famille royale. « Oui, après tout, je suis venue ici pour vous apporter le médicament que la famille royale m'a donné. Grâce à ce médicament, ma nièce ne tombera pas malade pendant l'hiver. Ce médicament est très efficace. » Firina sortit une petite fiole de son sac. Cet élixir a été créé par les pouvoirs du deuxième prince qui a enfin réveillé ses capacités. Comme vous le savez, le précieux serpent de la sagesse possède le poison de la punition et le pouvoir des potions de guérison. « Et que veut la famille royale en échange ?» demanda le duc. Firina lui fait remarquer que la famille royale a insisté pour que les fiançailles du second prince et de Béatrice, qui avaient été annulées, aient lieu. En entendant les propos de la vicomtesse, le duc tape avec irritation du poing sur la table. « Mais si vous êtes contre, personne n'insistera. » D'une voix tremblante, Firina dit. « Et maintenant, je vais vous quitter. J'espère que ma nièce n'aura pas de mal à survivre à cet hiver. » Firina s'inclina très bas devant le duc. Cet homme l'intimidait depuis quelque temps. « Que s'est-il passé? Pourquoi vous inquiétez-vous soudain de la santé de votre nièce ?» demanda le duc. « Mon Dieu, duc, c'est une évidence. Cela fait des années que j'essaie de trouver le bon médicament pour ma nièce. Après tout, c'est la fille de ma sœur préférée. Je ne peux pas agir autrement, » répond la vicomtesse. « Si la santé de votre nièce vous préoccupe, pourquoi n'avez-vous pas immédiatement donné le médicament dès votre arrivée au duché? Pourquoi toutes ces manipulations? Pourquoi agissez-vous ainsi ?» demanda le duc. Le comportement de la vicomtesse lui paraissait extrêmement suspect. « C'est à cause de la famille royale. Ils ont dit d'attendre la nuit pour que la constellation du serpent brille. Ce n'est qu'après cela que la potion commencera à faire effet. Ce jour approche, alors je te donne la potion. » Firina répondit. « Mais ce médicament ne fera pas de mal à son corps, n'est-ce pas ?» précisa le duc. « Son corps? Non, pas du tout, » dit Firina en quittant le bureau du duc. « Et pourquoi porte-t-il toujours un bandeau sur les yeux ?» pensa Béatrice en examinant le premier prince. « Ce morveux a fait exprès de porter un cache-œil pour attirer l'attention de la queue de cheval, » pensa Carlitus avec irritation. Il demanda au premier prince combien de temps encore il avait l'intention de se promener avec le bandeau sur les yeux. « Je me souviens que tu n'y tenais pas beaucoup auparavant. » Artel sourit. Carlitus répliqua qu'avant, il enlevait toujours le bandeau pendant la bataille. Maintenant, il se promenait toujours avec. « J'enlève toujours mon bandeau pendant la bataille pour submerger mes ennemis de mon regard, » expliqua Artel. « Ses yeux effraient-ils les gens ordinaires? Est-il possible d'arrêter un ennemi rien qu'en le regardant? Pourtant, il n'a pas enlevé son bandeau, et les chiens ont quand même eu peur de lui, » se dit Béatrice. Soudain, la jeune fille entendit une voix familière. Elle s'approcha de la rampe de l'escalier et regarda le rez-de-chaussée. C'était bien cela, sa tante était arrivée. Que faisait-elle ici? Je veux dire qu'elle a été expulsée du duché. Est-ce que tout le monde ici est vraiment si fatigué? Aussi arriéré que soit le Nord, je n'aurais jamais pensé qu'il le serait à ce point. C'est parce qu'il n'y a pas de maîtresse dans cette maison. C'est pourquoi je pense pouvoir reprendre les fonctions de ma sœur. » Firina s'exclame. « Madame, je suis désolée, mais je ne peux pas délivrer de documents familiaux à des personnes qui n'appartiennent pas au clan Aslan. Nous avons des règles familiales strictes, » répond la servante en chef. « Vous osez me contrarier !» hurle Firina. Elle se retourna pour frapper la servante, mais Béatrice l'arrêta d'un cri. « Baisse ta main tout de suite. » Béatrice referma la servante sur elle. « Elle ose me barrer la route maintenant? Depuis quand a-t-elle cessé d'avoir peur de moi ?» pensa Firina avec irritation. Soudain, Firina sentit une sorte de force restreindre son corps. Cette énergie... Je n'avais pas réalisé que le jeune Aslan et le premier prince se tenaient derrière moi. Mais pourquoi sont-ils de son côté? Surtout le premier prince.
Son énergie est si forte que même un bandage ne peut la dissimuler. Firina réfléchit. « Tu voulais juste frapper ma sœur ?» grogna Carlitus avec colère. Artel posa sa main sur son épaule de manière apaisante. « Je ne pense pas qu'il faille intervenir. Je pense que la jeune femme peut se débrouiller toute seule. » Artel fit remarquer. « Nièce, as-tu déjà oublié tout ce que je t'ai appris ?» En regardant le comportement des hommes du Nord, il semble qu'ils aient non seulement des goûts abominables, mais aussi de mauvaises manières. « Tu es devenue frivole », dit Firina à sa nièce. « Comment dois-je réagir? Tu as osé lever la main sur un serviteur. Est-ce que c'est ce que les nobles sont censés faire ?» s'exclame Béatrice. Elle n'a jamais osé me contrarier auparavant. Que lui est-il arrivé maintenant? Pourquoi un tel changement? Se dit Firina. Béatrice savait que sa tante était obsédée par la noblesse et l'élégance. Elle réagissait très violemment lorsqu'on parlait de ses nobles manières de manière peu flatteuse. « Vous m'avez probablement mal comprise. Je ne fais que donner une leçon aux habitants éloignés de la mode. Le duc n'a pas organisé de banquet depuis longtemps, alors si le prochain bal échoue, sa réputation en pâtira grandement. » Firina répondit. « Vous êtes en train de dire que les terres du Nord ont pris du retard sur la capitale ?» précisa Béatrice. « N'est-ce pas le CA? Ce bal sera fréquenté non seulement par les habitants du Nord, mais aussi par des familles nobles qui ont le sens de la mode et de l'art. Mais peux-tu préparer une réception digne de ce nom sans mon aide ?» demanda Firina à sa nièce. « Je n'ai pas dit cela, mais j'ai déjà engagé un chef très réputé, connu pour son thé et ses desserts. Tu ne devrais pas refuser mon aide. Sans moi, tu ne pourras pas organiser l'événement de haut niveau auquel les gens de la capitale sont habitués. » Firina savait qu'avec le retour du duc au palais, l'influence du comte Zélote avait considérablement diminué. Et pour regagner l'influence perdue, le duché devait avoir le plus grand nombre possible de personnes fidèles à la famille royale. « Ne vous inquiétez pas, votre aide ne sera pas nécessaire. Nous n'avons absolument pas besoin des modes de la vie métropolitaine. Je peux lancer une nouvelle mode ici toute seule. » Béatrice s'exclame avec un air de défi. « Vous allez diriger la mode dans le Nord? Quelle bonne idée !» dit Firina en riant aux éclats. « Eh bien, bonne chance pour tes préparatifs. Mais sache que si tu viens me demander de l'aide, je t'aiderai volontiers. Je ne sais même pas si tu veux ruiner la réputation du duc volontairement ou si tu le fais par accident. »« Voulez-vous que je la tue ?» dit Carlitus en tirant son épée du fourreau. Béatrice se précipita pour arrêter son frère. Certes, Firina était une femme perfide, mais la tuer n'en valait pas la peine. « Au fait, Johanna, tu vas bien ?» demanda Béatrice à la servante en chef. « Oui, je vais bien grâce à vous. C'est un plaisir pour moi. Je suis touchée au plus profond de mon être. Vous êtes si douce et si belle. Pourquoi diable avez-vous un cœur si bon ?» s'exclame Johanna. En retournant dans sa chambre, Béatrice sortit du tiroir inférieur de sa commode un morceau de papier roulé. J'avais préparé ce papier au CA où il resterait des dissidents après l'explication, mais tout s'est soudain bien terminé et il n'a pas été nécessaire de l'utiliser. Mais maintenant, il est temps de l'utiliser, marmonna Béatrice pour elle-même. Béatrice cacha le papier écrit dans un gland d'or. Béatrice convoqua toutes les servantes du manoir. Elle les conduisit vers de grandes boîtes en carton. À l'intérieur de ces boîtes se trouvaient des harnais de lin. « Je vais vous montrer comment faire une belle fleur avec ce harnais. Cela ne demande pas beaucoup de temps ni d'effort. Je suis sûre que tu peux y arriver, » dit Béatrice en commençant à tresser la fleur. Au bout de quelques minutes, Béatrice montra aux servantes le produit fini. Elle avait l'intention de décorer la salle de réception avec les fleurs tressées. « Merci d'avoir à nouveau accepté mon invitation, jeune fille. Il semble que vous ayez été très occupée ces derniers temps, » dit le premier prince. « Je passe beaucoup de temps à décorer la salle de réception dans le nouveau style, » avoue Béatrice. « J'ai remarqué que les domestiques vous aiment et vous traitent avec beaucoup de respect, » dit Artel. « J'aime bien les gens qui vivent dans le Nord. C'était différent dans la capitale, » remarque Béatrice. « Dame, pouvez-vous me parler de votre vie dans la capitale ?» demanda Artel. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Dans la capitale, les serviteurs me traitaient sans respect. Parfois, les servantes me punissaient. J'avais peur et je n'avais personne sur qui compter, » répond Béatrice. « Mesdames, excusez-moi, cela vous dérangerait-il que notre goûter se termine ici ?» demanda le prince en se levant de son siège. « Oui, d'ailleurs, si nous vous parlions de façon moins formelle la prochaine fois,
Ce n'est pas la première fois que nous vous voyons. La dernière fois, nous vous avons parlé sur un ton plus amical. Je pense que nous devrions laisser tomber les formalités. » Le détective remit au premier prince les informations qu'il avait recueillies. Après avoir lu le rapport, Hartel se rendit compte que la situation était encore plus compliquée qu'il ne l'avait pensé. « Je voudrais signaler que le duc a également pris connaissance de cette affaire. Les informateurs d'Aslan étaient également présents, » dit le détective. Hartel décida de donner au duc les informations qu'il avait recueillies. « C'est le premier prince qui a envoyé ça? Tout cela est-il vrai ?» précisa le duc. « Oui, tout est vrai. D'ailleurs, je vous ai apporté un rapport de nos espions. Vous devriez en prendre connaissance. Il y a beaucoup de coïncidences avec le document envoyé par le prince. » Peg tendit le parchemin au duc. « Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué? Et pourquoi les rapports des médecins qu'il m'envoyait régulièrement ne disaient-ils rien sur son état ?» Le duc murmura sa surprise en finissant de lire le rapport des espions. « Écoutez bien, à partir de maintenant, faites venir tous ceux qui ont contribué à cette affaire. N'oubliez personne. Et mettez immédiatement la vicomtesse Cyrus en détention, » ordonna le duc. Carlitus entra d'un pas ferme dans le bureau de son père. « Père, j'ai amené avec moi le coupable de tout ce qui s'est passé, » dit Carlitus. Le premier prince poussa la vicomtesse têtue dans le bureau du duc. « Vicomtesse, c'est bien de vous avoir amenée ici. J'allais justement vous voir. Êtes-vous prête à être récompensée pour avoir pris soin de ma fille ?» demanda le duc d'un ton courroucé. Béatrice voulait demander à son père si elle pouvait décorer le hall avec des fleurs d'osier. Mais en s'approchant de son bureau, elle entendit la voix de sa tante. Elle la suppliait en pleurant. Étrange, pourquoi la tante est-elle ligotée et à genoux? Pensa Béatrice en entrant dans le bureau de son père. Duc, pourquoi me faites-vous cela? Que va penser ma sœur en nous observant du haut du ciel? Demanda Firina. Dès que tu ouvres la bouche, tu fais beaucoup de bruit. Peut-être devrais-je te tuer? Carlitus posa son épée sur le cou de la femme. Karl, nous la tuerons un peu plus tard. Pour l'instant, je veux l'entendre répondre à mes questions. Le duc dit d'une voix calme. Très bien, mon père. Je vous obéirai. Je vous verrai un peu plus tard. Carlitus rangea son épée dans son fourreau. Le premier prince et lui quittèrent le bureau du duc. Eh bien, vicomtesse, répondez maintenant à ma première question. Où est passé l'argent que j'ai envoyé à la capitale? Demande le duc. Mon père m'a-t-il tout de même envoyé de l'argent? Alors pourquoi ai-je vécu si pauvrement? Cet argent ne m'a rien rapporté. J'avais une robe que j'ai portée pendant des années. Béatrice s'étonne. Et de quel argent parlons-nous maintenant? Dit Béatrice en entrant dans le bureau de son père. Ce n'est pas une bonne vision pour un enfant, alors j'ai voulu régler cela discrètement, pense le duc. Si j'ai bien compris, vous avez envoyé de l'argent à la capitale? Tu t'intéressais vraiment à moi? Demanda Béatrice. Bien sûr que je m'intéressais à toi. Tu es ma fille. Comment pourrais-je te laisser sans mon aide et ma protection? Répondit le duc. Mais si mon père s'est toujours intéressé à moi, pourquoi ma vie a-t-elle été si misérable? En mourant, j'ai compris que j'étais seule au monde. Pourtant, je n'en ai jamais voulu à ma famille. Je ne les ai pas blâmés pour ce qui s'est passé. Béatrice réfléchit avec nostalgie. Et j'ai toujours pensé que tu ne venais pas me voir parce que tu ne voulais pas me voir. Pouvais-tu vraiment ne pas venir me voir parce que tu étais très occupée? Et tu ne me détestes pas vraiment? Demande Béatrice. Comment peux-tu penser une telle chose? Je ne t'ai jamais détestée, pas un seul instant. En défendant les frontières de notre pays, j'ai pensé à ta sécurité tous les jours. Le duc s'accroupit près de sa fille et lui toucha doucement le visage. Je regrette d'avoir voulu te renvoyer sans savoir ce que tu vivais. Ma stupidité t'a causé tant de souffrance. J'ai honte de toi. Tu ne devrais pas t'énerver pour ça. Je ne t'en veux pas. Béatrice rassure son père. Je vous prie de me pardonner pour ce qui s'est passé. Le duc entoura sa fille de ses bras et la serra contre lui. Ma famille m'aimait vraiment et je ne le savais pas. Béatrice réfléchit et pleura amèrement. Ma douce nièce, tu as enfin résolu tous les petits malentendus avec ton père. C'est très touchant. Je tiens à te féliciter, dit Firina. Béatrice, vois-tu dans quelle situation se trouve ta tante? En tant que fille unique du duc, tu dois prendre ma défense. Comment une personne peut-elle être aussi impudique? C'est grâce à elle que j'ai vécu une vie solitaire et douloureuse, et maintenant elle me demande de l'aide. Et si elle n'avait pas été là, je ne serais pas morte seule dans ma vie passée.
se dit Béatrice. Je n'ai reçu aucune faveur de votre part. Pourquoi me demandez-vous de l'aide? S'exclame Béatrice. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-elle changé d'attitude à mon égard? Je me souviens qu'avant, elle me tendait tout le temps la main, espérant recevoir de l'amour. Elle faisait toujours ce que je lui disais de faire. Firina s'étonne. « Oh, qu'est-ce que tu attends? Emmenez vite cette femme au donjon !» ordonna le duc à ses gardes. Firina frissonna de peur. Elle savait que ceux qui entraient dans le donjon n'en ressortaient jamais. Ils y mouraient. « Duc, c'est intolérable, vous ne pouvez pas m'envoyer au cachot. »« Oui, je reconnais que j'ai mal agi. J'ai détourné l'argent que vous m'aviez donné pour la pension alimentaire. Mais ne me traitez-vous pas trop cruellement ?» s'écrie Firina. « Mpeg, peux-tu me donner le compte à rebours des inspecteurs ?» demande le duc à son assistante. « Vicomtesse, il ne recense que quelques-uns des crimes que vous avez commis. Parmi les principaux, vous avez gaspillé les fonds que j'avais donnés pour ma fille, vous l'avez négligé, et vous vous êtes aussi tiré des atrocités des domestiques. J'ai aussi appris que vous avez interdit à ma fille de me contacter. C'est une chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi tout d'un coup tu as pensé que je ne découvrirais rien? Pourquoi m'as-tu menti tout le temps? Je suis maintenant sûre que toutes les lettres que tu m'as envoyées ne contenaient que des mensonges. En lisant vos lettres, je me félicitais toujours d'avoir bien protégé ma fille. En réalité, elle vivait dans des conditions cauchemardesques. Mes lettres ne sont donc pas parvenues à mon père? Il ne savait pas que je lui écrivais? Ma tante ne voulait pas que je communique avec mon père? À cause de ma tante, j'ai toujours pensé que mon père me détestait. » Béatrice réfléchit tristement. Soudain, Béatrice s'est évanouie. Il est très probable que la jeune fille se soit évanouie à cause d'une forte tension nerveuse. Elle a subi beaucoup de stress et son corps n'a pas pu le supporter. Mais ne vous inquiétez pas, elle se rétablira rapidement, dit le duc au médecin. C'est étrange, Karl et moi sommes en meilleure santé. Pourquoi est-elle si fragile? Est-elle vraiment différente de nous? La différence de force physique est-elle si grande? Questionne le duc. Karl, occupe-toi de ta sœur pendant que je vais au donjon pour un moment. Je veux que lorsque ta sœur ouvrira les yeux, elle voie un parent à côté d'elle. Je ne veux plus qu'elle se sente seule, dit le duc à son fils. Maintenant, laisse-moi sortir rapidement. J'ai mémorisé tous vos visages, et quand je retournerai à la capitale, je vous assure que vous serez exécutés, cria Firina au garde. En entrant dans le donjon, le duc s'approcha du garde et lui demanda s'il pouvait libérer le prisonnier. « Duc, avez-vous décidé de me laisser partir après tout? Avez-vous réalisé que mes atrocités ne sont pas si terribles? Vous avez tout vérifié et vous vous êtes rendu compte que j'ai été calomniée ?» s'exclame Firina. Le duc ordonne à un garde d'emmener la vicomtesse dans la salle de torture. « Vicomtesse, je veux entendre la vérité. Je suppose que vous resterez silencieuse, alors je dois trouver un moyen de vous ouvrir la bouche. J'espère que vous comprenez que je serai trop émotif pendant l'interrogatoire en raison de circonstances personnelles. Vous devrez répondre de la souffrance de ma fille. » Béatrice s'était toujours demandé ce que c'était que d'avoir une famille. La jeune fille n'avait lu que des histoires de familles chaleureuses dans les livres. Une famille nombreuse, forte et aimante n'était qu'une chimère pour elle. Lorsque Béatrice ouvrit les yeux, elle vit son frère Carlitus à côté d'elle. « Queue de cheval, tu es enfin réveillée? Comment te sens-tu » demanda Carlitus à sa sœur. Béatrice lui assura qu'elle se sentait bien. « Queue de cheval, comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que tu étais victime de brimades dans la capitale? Je sais que beaucoup de gens ont peur des loups-garous, alors j'ai pensé qu'il était normal que je sois traitée de la sorte. » Béatrice l'admet. « Non, c'est contre nature de malmener un enfant. De plus, tu es la fille d'un duc. Comment ose-t-il te traiter de la sorte? Si quelqu'un te fait ça à l'avenir, n'hésite pas à m'en parler, » demanda Carlitus à sa sœur. « Toi et moi formons une famille, et dans une famille, il est de coutume de prendre soin les uns des autres et de se protéger mutuellement. »« Karl, va au manoir de la capitale et fais ce que tu veux là-bas, » dit le duc à son fils. « Tout ce que je veux? Tu veux dire que je peux frapper tous ceux qui ont intimidé la queue de cheval? Je peux même brûler le manoir? » Carlitus clarifie la situation. « Je te l'ai dit, c'est à ta discrétion, » dit le duc. « Ne changez pas d'avis plus tard, père. Je le ferai vraiment, n'est-ce pas ?» avertit Carlitus. « J'ai eu beau y réfléchir, le médicament que ma tante m'a donné était toujours suspect. Et je ne sais pas encore très bien quel est le pouvoir de Ritter. Ce que je sais, c'est qu'il y a du poison dans ces crocs.
se dit Béatrice. Soudain, la jeune fille vit un dragon noir à côté d'elle. Elle poussa un cri de joie. Pour une raison qui lui était inconnue, elle était heureuse de voir le dragon. « Mon père dit que tous les loups-garous ont des capacités étonnantes. Quel est ton pouvoir ?» demanda Béatrice au dragon. Artel savait que seuls les parents des loups-garous pouvaient connaître leurs capacités innées. Aucune personne extérieure n'avait besoin de le savoir. Mais c'était Béatrice qui se tenait devant Artel. Il ne pouvait pas lui refuser. « Je vais te parler de ma capacité, mais tu devras la garder secrète. Mon pouvoir est lié à l'astronomie. Je peux invoquer la pluie, le tonnerre et le brouillard. Je peux aussi créer de petits nuages sombres autour de moi. » Répondit la jeune fille Artel. « Pensez-vous que le deuxième prince a le pouvoir de guérir ? Récemment, ma tante m'a apporté un médicament. Elle m'a dit que ce médicament m'aiderait. Ma tante m'a dit que ce médicament avait été obtenu en utilisant le poison de Ritter. » Raconte Béatrice. « Les serpents peuvent-ils avoir des pouvoirs non vénéneux ou de guérison ? Ne trouves-tu pas tout cela étrange ? Pour autant que je sache, le deuxième prince n'a pas de pouvoir de guérison. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel pouvoir éveillé en lui, » dit le dragon à la jeune fille. « Tu as sans doute raison. Tu n'as pas idée à quel point j'aimerais avoir une capacité unique, » avoua Béatrice avec un lourd soupir. Béatrice décida de rendre visite à sa tante dans le donjon. Elle voulait poser quelques questions à Firina. Béatrice demanda à son père de l'escorter jusqu'au donjon. « Pourquoi n'es-tu venue me voir que maintenant ? Pourquoi n'es-tu pas venue avant ?» Firina demanda à sa nièce d'un ton furieux. Elle avait beaucoup de mal à contenir sa colère et son irritation. « Comment oses-tu te comporter ainsi avec mon enfant ? Surveille ton ton, » exigea le duc. « Et je suis désolée, votre seigneurie, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Firina s'agenouille devant le duc. « Tante, on m'a dit que vous m'aviez apporté un médicament offert par la famille royale. Réponds-moi, s'agit-il vraiment d'un médicament ou d'un poison ?» demande Béatrice. Bon sang, est-ce qu'ils ont tout deviné ? Mais ce n'est pas possible. J'ai été très prudente. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Firina réfléchit avec crainte. La vicomtesse savait que le poison créé par les capacités uniques était spécial. Il peut rester dans le corps de la victime pendant plusieurs années d'affilée, attendant un ordre de son propriétaire. Le poison n'agit que lorsque son propriétaire le souhaite. Il ne peut être détecté d'aucune manière. « Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi vous apporterais-je du poison ? Comment peux-tu penser cela de moi ?» s'exclame Firina. « Si ce médicament est sans danger, alors toi, ma tante, tu peux le boire ?» demanda Béatrice. Firina tressaillit involontairement. C'est laisser de cacher son excitation, mais elle n'y arrive pas très bien. Artel avait raison. La vicomtesse sait que ce n'est pas un remède médicinal, se dit Béatrice. « Allez, ne t'obstine pas! Buvez ce remède !» Béatrice tendit à sa tante une fiole de potion violette. « Si je bois cette potion et que je meurs immédiatement, ils devineront que la famille royale est derrière tout cela. Je ne veux pas mourir et je ne veux pas exposer la famille royale. Quel est le bon côté à prendre ?» Firina réfléchit avec crainte. « Oui, tu as raison, c'était du poison !» Firina arracha la fiole de poison des mains de sa nièce. « Est-ce que j'ai bien compris que tu essayais d'empoisonner mon enfant ?» D'un ton colérique, le duc clarifie la situation. « Je suis désolé, vraiment désolé. J'accepterai n'importe quelle punition de votre part, » dit Firina d'une voix tremblante. « Puisque tu as voulu tuer ma fille, je vais t'ôter la vie. » Le duc sortit son épée et la pointa vers Firina. « Papa, attends !» Béatrice s'agrippe à la cape du duc. « Ma petite, je suis désolée, mais je ne changerai pas d'avis. » « Il ne faut pas avoir de pitié pour des gens comme ça, » dit le duc à sa fille. « Mais je ne te demande pas de ne pas la punir. Nous lui prendrons simplement ce qu'elle chérit plus que la vie. » Béatrice sortit un papier plié de son sac. « Y a-t-il quelque chose de plus précieux que la vie ?» demande Firina à sa nièce. « Il a été prouvé que tu as détourné de l'argent, falsifié des documents et tenté de me tuer. Je pense que tu devrais payer pour tes crimes en termes monétaires. Tu compenseras tous les dommages par de l'argent, » dit Béatrice. « Qu'est-ce qui vous fait croire que j'accorde plus d'importance à l'argent qu'à ma vie ? Prenez tout ce dont vous avez besoin. Il semble que la situation financière du duché soit si mauvaise que tu doives prendre de l'argent à la vicomtesse. » Avec un sourire en coin, Firina dit «
Si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes en mauvaise posture en ce moment. Votre argent ne suffira pas à rembourser la compensation. Je vais donc devoir tout vous prendre, y compris votre maison dans la capitale. De plus, votre titre de propriété vous sera retiré. » Béatrice a répondu. « Mais personne ne peut me retirer mon titre, » s'exclame Firina. « Et personne ne te l'enlèvera. Si tu ne peux pas restituer, tu devras renoncer à ton titre, » objecte Béatrice. « Mais si on me retire mon titre, je deviendrai une simple roturière. Je suis une aristocrate depuis ma naissance et je veux mourir en aristocrate. » D'une voix effrayée, Firina dit « Ma chère nièce, tu ne peux pas me faire ça. Pense à ta mère, c'était ma propre sœur. Elle était si inquiète pour toi avant de mourir qu'elle m'a demandé de veiller sur toi. » Firina s'agenouille devant sa nièce. « Tu vois, tu dis toi-même que ma mère était une sœur pour toi. Alors pourquoi m'as-tu fait ça, à moi, ton propre sang ? Pourquoi as-tu pris l'argent qui m'était destiné ? Et pourquoi as-tu porté les bijoux de ma mère ? » demande Béatrice. « Tiens, j'ai ton dossier personnel dans la main. Je l'ai trouvé il y a des années dans ta chambre. Il y avait aussi la bague du chef de famille. Puisqu'un peu de ton sang coule en moi, je peux devenir le chef de la famille Sciurus. » Béatrice sortit un anneau de sa poche et le mit à l'index de sa main gauche. « Arrêtez! Arrêtez tout de suite !» hurla Firina. « J'ai enfin récupéré ce qui me revenait de droit. À partir de cet instant, tu n'es plus la vicomtesse Sciurus. Une vie sans titre et sans propriété vous attend maintenant. » résume Béatrice. « Vous voulez dire que Firina a été démasquée ?» clarifia la reine. « J'ai entendu dire qu'elle avait été arrêtée et enfermée dans un donjon. » raconte l'espion royal. « Heureusement, le poison est indétectable. Et quel idiote il faudrait être pour se laisser prendre. Malheureusement, après ce qui s'est passé, le duc ne manquera pas de se méfier de la famille royale. » La reine réfléchit. « Répandez la rumeur que quelqu'un s'est introduit dans le château et a volé le poison de la famille royale. N'oubliez pas que nous n'avons rien donné et que personne n'a rien donné. Quand le duc Aslan a gagné la Grande Guerre, le peuple a commencé à le louer. Pas la famille royale. Nous devons nous débarrasser de lui. J'ai envoyé plusieurs fois des assassins vers lui, mais ils n'ont même pas réussi à le blesser. Cependant, je sais que le duc a un point faible, et c'est sa précieuse fille. Nous devons faire pénétrer le poison dans son corps. « Maman, je peux t'aider, » dit Ritter. « Mon fils, je sais que tu es un enfant unique, et je crois qu'il y aura des opportunités à venir. Tu nous aideras certainement. » La reine a assis son fils sur ses genoux et lui a doucement caressé la tête. La reine savait que son fils était complexe parce que son frère aîné Artel avait plus de force et plus de capacités uniques. Elle voulait aider son fils à se débarrasser de ses soucis, de ses angoisses et de ses complexes. « Votre Altesse, vous m'avez beaucoup aidé. Je veux donc vous récompenser pour cela, » dit Béatrice au premier prince. « Vous voulez me récompenser ? Alors cessez de m'appeler Votre Altesse. Appelez-moi frère Artel, » demanda le premier prince. « Va-t'en! Tu ne peux pas être son frère. Tai n'a qu'un seul frère et c'est moi. Si tu continues à agir comme ça, tu es mort. » D'une voix enragée, Carlitus hurla. « Je ne vois aucun problème à ce que la jeune femme m'appelle le frère d'Artel. Je trouve ça très mignon, » insista le premier prince. « Et permettez-moi, pour ne froisser personne, de répondre à une autre de vos moindres demandes, » suggéra Béatrice. « Tu vois, je n'ai aucun problème à t'appeler par ton prénom, mais je ne veux pas t'appeler mon frère. À mes yeux, tu es un bon ami. De plus, seul Carlitus peut être mon frère. Si le mot « frère » te met mal à l'aise, alors qu'il en soit ainsi, tu peux simplement m'appeler par mon prénom, » répondit Artel à la jeune fille en souriant joyeusement. Les préparatifs du banquet étaient enfin terminés. La salle a pu être décorée à temps. « Artel, que penses-tu du macramé ? Cela plaira-t-il aux invités de la capitale ?» demanda Béatrice au premier prince. « À vrai dire, je suis très surpris. Je n'aurais jamais cru voir une telle élégance dans le Nord. Avant, cet endroit était toujours associé à la force et à l'ignorance. » Après avoir réfléchi, le prince répondit. « Excellent! C'est exactement ce que j'espérais. Plus les préjugés sont forts, plus les gens apprécieront mon idée. Je veux changer l'opinion des invités de la capitale sur les terres du Nord. Personne ne pourra plus nous regarder de haut, » s'exclame Béatrice. Lors du banquet,
En se promenant dans la salle, Béatrice entendit les conversations des invités de la capitale. Absolument tout le monde a été surpris par la décoration de la salle de banquet. Les fleurs attachées à un harnais de lin plaisent à beaucoup d'invités. Merci d'avoir fait un si long voyage pour venir jusqu'à nous. La longue guerre s'est enfin achevée par notre victoire. C'est avec plaisir que je lève mon verre avec vous aujourd'hui pour fêter cela. Le duc Aslan s'exprime d'une voix forte. Je dois cette victoire à ma fille. Lorsque nous avions des problèmes de ravitaillement, sa découverte a permis de sauver la vie de nombreux soldats. Même à un jeune âge, elle cherche déjà à aider les villageois. C'est une enfant douée et pleine de talent. Béatrice regarde ses proches avec gratitude. Elle avait enfin une famille qui l'aimait vraiment. Bon sang, je n'arrive pas à croire que tous mes plans ont été ruinés par une fichue petite fille. C'est une vraie plaie. Je ne manquerai pas de lui faire payer ce qu'elle a fait. Agacé, le comte Zélote se dit en lui-même. « Spa, merci !» Faisant un effort sur elle-même, Béatrice s'exclama. « C'est bien, tu vois. Maintenant, tu n'as plus de problème pour m'appeler « toi ». Notre formation n'a pas été vaine, après tout, dit le premier prince en tapant dans ses mains. « Hé, le reptile, combien de temps vas-tu rester ici? Tu ne peux pas enfin sortir d'ici ?» s'exclama Carlitus. « Comme j'aimerais pouvoir mettre ce clochard à la porte de ma maison, mais je ne peux pas le faire pour l'instant. Je vais devoir attendre encore un peu. De plus, le premier prince m'a aidé dans l'enquête. Je devrais lui témoigner de la gratitude. » Le duc se dit. Une lettre de la famille royale est arrivée. Aujourd'hui, le duché a reçu une lettre de la famille royale. Ils regrettent que leur poison ait été utilisé dans cet incident. Ils affirment que le poison a été volé et qu'ils sont donc également victimes. Peg fit son rapport. Ils sont donc aussi des victimes? C'est intéressant. Et où en est l'affaire sur laquelle je vous ai demandé de vous pencher? Demande le duc. C'est fait. Désormais, les marchandises des royaumes voisins n'entreront plus dans la capitale. Pratiquement tous les autres échanges commerciaux passeront par le désert au nord d'Aslan. Si nous bloquons cette route, nous porterons un coup dur à la famille royale, répond Peg. Je pense que déjà le prochain bal royal sera beaucoup plus désert que d'habitude. Les bals royaux vont maintenant perdre de leur éclat. Mais tout de même, n'est-ce pas un peu excessif de bloquer les routes commerciales? D'autant plus que la famille royale a écrit qu'elle n'était pas impliquée dans la tentative d'empoisonnement. Et nous n'avons aucune preuve pour en douter, dit le baron d'Attern. C'est vrai, la situation n'est pas tout à fait claire pour l'instant. C'est pourquoi je n'ai pas pris de mesures plus sérieuses. Mais s'il y a des preuves évidentes de l'implication de la famille royale dans cette affaire, alors je ne resterai pas les bras croisés, répond le duc. Bon sang, c'est la faute de ce petit imbécile. Comment ose-t-il me mettre à l'épreuve? Ces abrutis ne savent même pas à quoi ressemblera le prochain chef de famille. Le comte Zélo cria d'une voix irritée. Le futur chef de famille a des cheveux qui ne sont pas blonds, mais bruns. Ses yeux ne sont pas dorés, mais marron clair. Vous ne trouverez pas un seul trait de la famille Aslan sur son visage, mais le sang qui coule dans ses veines est le plus vrai. Comment ose-t-il me refuser la lignée Aslan? C'est une honte que je ne leur pardonnerai jamais. Le majordome entra dans la pièce et chuchota à l'oreille du duc Zélote qu'il avait de la visite. Il lui dit aussi qu'une lettre de la famille royale était arrivée. Il était temps de commencer la chasse aux lions. Béatrice a lu dans un des livres qu'il existait une pierre magique qui pouvait faire revivre la terre la plus infertile. La jeune fille était très impatiente de trouver cet artefact. Béatrice se souvenait qu'avant sa renaissance, Ritter avait vendu un artefact similaire pour beaucoup d'argent. « Je sais que Ritter est sur le point de trouver cet artefact, mais où ?» se dit Béatrice. Une servante entra dans la chambre de la jeune fille et annonça que le duc l'appelait. Il attendait sa fille dans le jardin. Lorsque Béatrice entra dans le jardin, elle vit qu'il était décoré de façon festive. Des drapeaux et des rubans étaient suspendus partout. Un gâteau était posé sur une table au milieu du jardin. « Tu l'aimes? Nous l'avons préparé pour toi, » dit le duc à sa fille. « Pour moi? Mais ce n'est même pas mon anniversaire aujourd'hui, » s'exclame Béatrice, surprise. « Nous pouvons organiser des fêtes comme celle-ci tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'attendre ton anniversaire, » dit le duc. « Peg, sors-le, ordonne le duc à Peg. » Peg amena un petit poney doré dans le jardin. « Ce poney est à toi maintenant.
Il vous promènera dans le château, dit le duc. Comme je suis heureux d'avoir enfin un poney. Il a même une petite corne ornée d'un bijou sur le front, s'exclame joyeusement Béatrice. Monsieur, je m'excuse de vous distraire de votre fête de famille, mais vous avez une réunion bientôt. Il est temps de partir, dit le duc Peg. Ma fille, les affaires m'appellent, j'y vais. Et toi, tu restes et tu joues autant que tu veux, dit le duc à sa fille. Béatrice s'approcha de son père et le remercia pour le cadeau. Au lieu d'être heureuse et d'accepter ce qu'elle mérite déjà, Béatrice se montre respectueuse comme un vassal qui a reçu une récompense. Et tout cela parce que je n'ai pas pu m'occuper d'elle plus tôt. Le duc réfléchit tristement. « Mon enfant, tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Et tu n'as pas besoin de me parler de façon si formelle. Sois sincère et heureux. C'est la seule chose que je te demande. Dorénavant, je sourirai toujours de manière à ce que vous puissiez voir ma gratitude, » s'exclame Béatrice avec un sourire joyeux. « Monsieur, voici la liste des membres de la famille royale qui viendront discuter des frais de guerre, » dit Peg. « Mais quoi qu'il en soit, tout le monde sait que le trésor royal est vide. Ils nous enverront certainement des vieillards ennuyeux, j'en suis sûre, » grommela Carlitus. « Non, il y a quelques noms intéressants sur la liste cette fois-ci, » nota le duc. « Et pourquoi son nom figure-t-il sur la liste? Pourquoi y a-t-il un deuxième prince Ritter en visite cette fois-ci » s'insurge Carlitus. « Eh bien, il se porte volontaire pour aller lui-même dans la fosse aux lions. Nous verrons bien ce qui se passera. Et je me souviens encore de sa demande en mariage à ma fille. C'est bien pour nous, ça nous évite d'avoir à aller le voir. » Croisant les bras sur sa poitrine, le duc dit « Peg, prépare-toi à accueillir les invités. Je me dois de réserver un accueil splendide à un homme distingué de la capitale. » « Oh, je suis si inquiet à ce sujet. Voyez-vous, mon père m'a offert trop de cadeaux ces derniers temps. Et je le répète, il y en a trop. » se plaint Béatrice au premier prince. « Ce n'est même pas mon anniversaire, et il n'arrête pas d'en offrir. Il m'a récemment offert un poney. Il a déjà organisé plusieurs pique-niques et banquets. J'aimerais bien lui offrir quelque chose, mais il a déjà tout. Oui, le duc serait probablement même content d'un caillou s'il était offert par sa fille, et elle ne le sait même pas. » Réfléchit Artel. « Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose que tu pourrais offrir à ton père, et en plus, ça lui plaira sûrement, » dit le prince à la jeune fille. « Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Béatrice. Artel dit son idée à l'oreille de la jeune fille. « Quand même, le premier prince est un vrai imbécile. Je lui ai fait confiance et il a commencé à se moquer de moi. J'ai fini par retourner au jardin sans rien. » Béatrice poussa un gros soupir et murmura. Un nuage noir apparut devant Béatrice. Artel demanda à la jeune fille ce qu'elle faisait sur la terrasse à une heure aussi tardive. « C'est à cause de ton prince. Je suis allée lui demander conseil et il m'a conseillé toutes sortes de choses stupides. Tu imagines, il m'a dit que cela ferait plaisir au duc si je l'appelais papa. » Béatrice se plaint. « Qu'est-ce qui t'a déplu dans ses conseils? Ils sont tout à fait logiques, » remarque Artel. « Sauf que tu n'as plus à le justifier maintenant. D'ailleurs, pourquoi êtes-vous venu me voir à cette heure tardive ?» demanda Béatrice. « Je suis venue te dire au revoir, » répondit Artel. « Si soudainement, tu vas quelque part au loin ?» Béatrice ne voulait pas se séparer de son ami. Artel lui assura qu'il ne partait pas longtemps. Dès qu'il aurait résolu tous les problèmes, il reviendrait immédiatement. « À propos, je tiens à vous avertir qu'un invité très spécial va bientôt arriver dans le Nord. Je pense que le premier prince a été envoyé hors du duché à dessein, afin qu'on ne le voie pas avec lui, » dit Artel. « Stargirl, il n'y a pas longtemps que nous nous sommes rencontrés, et je regrette que nous devions nous séparer. Mais ce ne sera pas pour longtemps, je te le promets. Ne t'en fais pas. Artel, je t'attendrai, » promit Béatrice. Quelques jours passèrent après le départ d'Artel. Béatrice suivit son conseil et commença à appeler le duc « papa ». La jeune fille vit que cela plaisait beaucoup au duc. « Cela me donne envie de le voir heureux tous les jours. Avant que le gel n'arrive, nous devons cueillir des baies et faire quelque chose de délicieux pour papa, » décida Béatrice. « Tu marches seule ?» demanda la jeune fille au Ritter qui s'approchait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'étonne Béatrice. « C'est comme ça qu'on apprend à Aslan à saluer les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps ? Eh bien, c'est dans l'esprit du Nord. Et quelle joie, après tout, que vous ne m'ayez pas oublié, » répond Ritter. «
Je savais qu'elle ne m'oublierait pas. Elle ne peut pas me quitter des yeux. Elle s'est intéressée à moi comme tout le monde, se dit Ritter. Je me demandais pourquoi elle m'avait donné une gifle la première fois que nous nous sommes rencontrés. Et maintenant, je me rends compte qu'elle a fait ce geste étrange pour attirer mon attention. C'est une bonne chose, parce qu'il est beaucoup plus facile de flirter avec quelqu'un qui vous aime bien. Je comprends ce que vous pensiez ce jour-là. Tu voulais que je me souvienne de toi? Si c'est le CAS, vous n'aviez pas besoin de vous faire malmener. Je m'en serais souvenu de toute façon, dit Ritter à la jeune fille. Hein? Tu n'as pas de dents? Comme c'est mignon, dit Béatrice en riant de bon cœur. Comment oses-tu te comporter ainsi en présence de la royauté? Ne pensez-vous pas que c'est une insulte à la famille royale? Le deuxième prince s'indigna. C'est quand même drôle que le serpent ait perdu son croc. Pourriez-vous me rappeler comment cela s'est produit? Béatrice demande en riant. Assez, ce n'est pas aussi drôle que vous le pensez. De toute façon, je dois y aller. J'ai une affaire importante à régler. Ritter tourna le dos à Béatrice et s'éloigna à grands pas. Bon sang, comment ce petit rat a-t-il osé se moquer de moi? Il faut que je me venge. Peut-être faire s'agenouiller le duc qui n'a pas donné à ses enfants l'éducation qu'ils méritaient? Ou serait-ce trop humiliant? Se dit Ritter. Maman m'a dit que même les lions devront se prosterner devant moi quand j'arriverai dans le nord. Je dois montrer qui est le maître ici et qui tient la laisse. Il y a quelques jours, le roi et la reine avaient annoncé à leur fils qu'ils allaient devoir l'envoyer dans un état peu généreux en raison d'un arrangement. Ces hordes de barbares se sont promenés en prétendant qu'il était un héros qui avait sauvé le pays. Ils demandaient une prime pour cela. Ils ne semblent pas se rendre compte de la situation dans laquelle ils se trouvent. J'en ai assez qu'ils n'envoient pas de tribut au palais. Le roi s'écrie et tape du poing sur le trône. « Votre Majesté, calmez-vous. Vous savez que vous ne devriez pas être nerveux. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, » demande la reine à son mari. « Ritter, tu peux voir par toi-même que la situation n'est pas bonne en ce moment. Tu dois donc partir. Peux-tu le faire dans l'intérêt de ton père? Tu n'as qu'à y aller et à te comporter selon ta lignée. » dit la reine à son fils. « Je te comprends. J'irai là-bas, ne t'inquiète pas, » promet Ritter. En entrant dans le bureau du duc, Ritter se sent immédiatement traité froidement. Il était évident que le duc et son fils avaient une attitude hostile. Ils ne se jettent pas aux pieds du second prince, mais restent assis, la tête haute. « Ravi de vous rencontrer, duc Aslan, » dit le deuxième prince. « Vous êtes donc le deuxième prince, Ritter. As-tu décidé de venir ici tout seul ?» demande le duc et son fils d'une seule voix. « Il est trop émotif en ce moment. Il n'aurait pas dû envoyer le petit prince ici, » pensa le baron Evan. Il voyait bien que le second prince avait peur du duc. « Je suis honoré de rencontrer le noble gardien du Nord. Je suis le baron Evan, qui accompagne son Altesse dans ce voyage. » Le baron se présenta. « Je dois me montrer prudent avec ces gens, sinon ils se rendront compte que la situation financière du royaume est boiteuse. À ce stade, nous n'avons absolument pas d'autres options. Si le duc n'est pas d'accord, le trésor royal sera vide dans 2 ans, pense le baron. Comme vous le savez, Sa Majesté royale s'est tellement engagée dans cette affaire qu'elle a envoyé son fils ici, s'exclame le baron Ewan. Voilà qui devrait au moins nous éclairer sur les sentiments du duc. Et pourquoi n'agit-il pas comme maman l'a dit? Non seulement il ne s'est pas incliné devant moi, mais il montre ouvertement sa méchanceté. Le deuxième prince s'est dit « Je me suis rendu compte que c'était parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que de s'incliner. J'ai compris que c'est parce que nous ne nous sommes pas entendus avec sa fille la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. C'est pour cela qu'il se sent mal à l'aise en me voyant. Duc Aslan, il n'y a pas lieu d'être si dur avec moi. Ce qui s'est passé la dernière fois ne m'a pas fait le moindre mal. Tu n'as donc pas à t'inquiéter, » dit Ritter au duc. « Je comprends. La dame a agi impulsivement parce qu'elle voulait que je lui accorde de l'attention. Je l'ai compris et pardonné il y a longtemps. Je ne veux pas fouiller dans le passé de cette dame qui a attaqué la famille royale. Nous pouvons tous nous détendre et parler en paix. » Prince, vous feriez mieux de vous taire. Vous méritez une gifle pour avoir dit cela. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Demanda Carlitus d'un ton mécontent. Je m'excuse, qu'est-ce que vous venez de dire? Demanda Ritter. Il ne s'attendait pas à une telle attitude de la part du fils du duc. Cela dépassait déjà toutes les limites acceptables. « Ce que vous avez entendu. As-tu un problème d'audition à un si jeune âge?
Si tu oses évoquer des fiançailles qui n'auront pas lieu, tu es pathétique, répondit Carlitus. Vous voulez donc dire que vous êtes complètement du côté de votre sœur et que vous ne voyez rien de mal à ce qu'elle frappe la royauté? Clarifie Ritter. Karl a raison. C'est de votre faute si ma fille vous a frappé. Vous avez essayé de l'épouser sans son consentement. Vous devriez lui être reconnaissant de vous avoir simplement giflé. Vous pouvez partir maintenant, dit le duc au second prince. Tu as un peu de pouvoir et tu te permets déjà d'agir avec tant d'arrogance, pensa Ritter, irrité. Et je tiens à vous avertir. Ne t'avise pas d'approcher ma sœur. Rien de bon ne se passera pour toi, dit Carlitus au second prince. Une fois seul dans sa chambre, Ritter laissa éclater ses sentiments. Il détestait le duc, son fils et Béatrice. Cette gueuse ne sait même pas se transformer en lion. S'il n'y avait pas les frais de guerre et ces provisions idiotes, je les aurais... Le prince balaya un vase de fleurs de la table. Le vase tomba sur le sol et se brisa en petits morceaux. Un jour viendra où personne ne se souviendra de ces satanés Aslan. Je ferai savoir à ces lions qui est leur véritable maître. Ils seront à genoux et me supplieront de les pardonner. « Écoute, sais-tu pourquoi l'autre prince est venu ici ?» demanda Béatrice à son frère. « Probablement pour nous demander une réduction de prix sur les dépenses militaires. Ce maudit serpent s'est assis et caché pendant la guerre, et maintenant il ose venir nous supplier de réduire les frais. Pour être honnête, je ne m'inquiète pas de la situation financière de ces salauds, répondit Carlitus. Que? Souviens-toi que ces serpents ne sont pas dignes de confiance. Ils sont rusés, sournois et sournois, et essaient d'éviter non seulement les serpents, mais aussi tous les autres reptiles. Les dragons sont particulièrement dangereux. On ne peut faire confiance qu'aux lions. Le lendemain, Béatrice décida d'aller dans le jardin pour profiter des glands. La jeune fille choisit une branche appropriée et commença à savourer son dessert préféré. Peu après, Béatrice entendit 2 voix. Baissant les yeux vers le sol, Béatrice aperçut le comte Zélote et le second prince. « Je suis honorée de vous rencontrer en personne, Votre Altesse, » dit le comte Zélote. « Oui, normalement nous ne communiquons avec vous que par lettres. Et cet endroit est vraiment très isolé. Vous avez raison, nous pourrons discuter avec vous ici. » Le deuxième prince remarqua. « Avez-vous réussi à communiquer avec le duc et ses enfants ?» demanda le comte Zélote au prince. « Oui, ils se sont tous révélés assez ignorants. La fille du duc a même commencé à se moquer de moi. En fin de compte, cette communication n'a rien donné. Quel est l'état actuel de nos affaires ?» s'enquit le prince. « Jusqu'à présent, tout va bien. La personne que vous avez envoyée, Votre Altesse, a réussi à trouver une cible. Nous allons bientôt acheter le terrain en son nom, » répondit le comte. « Bien, alors faites tout sans trop de bruit et de témoins, comme la dernière fois, » demanda le prince. « Comme la dernière fois ? Quelle était la dernière fois ? De quelle situation parlons-nous maintenant ? Ce n'est pas la première fois qu'ils coopèrent ?» s'étonne Béatrice. « Eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant que la pierre ne tombe entre mes mains, » dit le prince d'un ton pensif. « Il faut que j'y aille, sinon les lions vont se douter de quelque chose. Comte, vous ne me verrez peut-être pas partir. Vous feriez mieux de sortir d'ici par un autre chemin. Vous dites donc que la pierre sera bientôt entre vos mains ? C'est une merveilleuse nouvelle, » murmura Béatrice. La pierre elfique avait une capacité étonnante. Elle pouvait transformer le désert le plus chaud en un jardin fleuri. Pour l'instant, il ne restait que quelques pierres de ce type sur Terre. « Voulez-vous commencer à travailler dans les montagnes avoisinantes ?» précisa le duc. « Votre seigneurie, je sais que vous êtes très déçu par mes erreurs passées. En guise d'excuse, j'aimerais faire un échange qui profiterait à votre famille. » Le comte Zélote répondit. « Comme vous pouvez le constater par vous-même, il y a ici même des terres qui sont récemment devenues des friches en raison du manque de ressources habitables. Cependant, j'ai trouvé un homme qui se fera un plaisir d'acheter ces bouts de terre. Il accepte d'acheter ces terres pour une somme d'argent assez importante. L'acheteur est un géologue qui dispose d'un vaste capital et d'un fort désir d'exploration. Et qui sait, c'est peut-être la dernière fois que nous avons des clients comme lui. » « Excusez-moi une seconde. Vous êtes censé être en réunion ici, n'est-ce pas ?» s'exclame Béatrice en jetant un coup d'œil dans le bureau de son père. « Nous parlions justement de la vente des terres.
un chercheur veut acheter certaines des terres inutiles qui se trouvent dans le nord. Raconte le baron d'Attern. Un énergumène veut acheter les terres inutiles, j'ai bien compris? Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-il prêt à payer pour une terre qui ne lui servira à rien? Peut-être y a-t-il là quelque chose que vous ignorez? Demande Béatrice, pensive. Cette fille se mêle toujours de tout, c'est ennuyeux. Le comte Zélote pensa avec irritation. Je ne suis pas venu vous voir les mains vides. Il est dit dans le livre qu'il y a des pierres elfiques dispersées dans le monde entier. Elles ont d'incroyables pouvoirs magiques. Et s'il y avait de telles pierres dans les terres du Nord, s'exclame Béatrice. Nous pouvons utiliser les pierres elfiques pour faire revivre vos terres. Lorsque l'agriculture commencera à se développer dans le Nord, nous n'aurons plus besoin de nous approvisionner dans les régions voisines. Nous produirons notre propre nourriture. C'est pourquoi, avant de vendre les terres du Nord, je vous suggère de les explorer. S'il y a des pierres elfiques, nous pourrons les utiliser. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps pour une pierre mythique. Soudain, ça n'en vaut pas la peine, objecta le comte Zélote. Si quelqu'un est prêt à payer autant pour une terre dont personne n'a besoin, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de valable là-dedans. Même si nous nous éloignons du sujet des pierres magiques, nous devrions quand même y jeter un coup d'œil. Béatrice insiste. Et même si ce n'est qu'une légende, je reste persuadée que les pierres elfiques existent. Nous devons donc nous rendre dans ces contrées. Le duc ne croyait ni aux elfes ni aux pierres magiques, mais pour faire plaisir à sa fille, il accepta de se rendre dans les terres du Nord. Béatrice pointa son doigt en direction de la cascade. Dans une vie antérieure, Ritter avait raconté à la jeune fille qu'il avait trouvé une pierre elfique dans une grotte située sous la cascade. Après avoir parcouru quelques mètres de la grotte, les compagnons se retrouvèrent dans une impasse. « C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ce doit être la fin !» s'exclament les gardes. Béatrice s'approcha de l'impasse et toucha les pierres. Au même moment, les pierres vibrèrent. Derrière le tas de pierres se trouvait une trappe secrète. Elle brillait d'une lumière bleue provenant des pierres elfiques. « Regarde comme ça brille ici !» s'émerveilla Béatrice. « Je n'arrive pas à croire qu'une telle beauté soit cachée dans cette grotte. » Peg murmura d'une voix étonnée. Rapidement, tout le monde se tait. Je sens la présence de plusieurs créatures. Préparez-vous rapidement au combat. De manière inattendue, le duc ordonna. Un oiseau argenté s'envola vers les voyageurs. Il semblait fait de pierres précieuses. Au bout de quelques secondes, les membres de sa famille s'approchèrent de l'oiseau. Si je me souviens bien, dans une vie antérieure, Ritter m'a raconté qu'il avait rencontré dans une grotte un énorme monstre qui s'était jeté sur lui. Ces oiseaux, eux, ont l'air plutôt inoffensifs, se dit Béatrice. « Oh, regardez ces magnifiques oiseaux! Ils sont très beaux !» dit Béatrice d'une voix admirative. « Même s'ils sont très beaux, il ne faut pas s'en approcher. Ils peuvent être dangereux !» dit le duc en cachant sa fille derrière son dos. Comme les oiseaux n'étaient pas agressifs, Béatrice réussit à emporter quelques pierres. Elle pouvait maintenant rentrer chez elle en toute sécurité. « N'est-ce pas vous qui m'avez assuré que le duc avait beau chercher une bouche d'égout dans la grotte, l'échec l'attendait ?» cria le comte Zélote. L'homme à la cape noire tenta de se justifier, mais le comte se contenta de le bousculer du pied. Le second prince songea avec agacement que depuis qu'il était arrivé dans le duché d'Aslan, il n'avait été hanté que par le malheur. Tout allait de mal en pis. « Très bien, comte, arrêtez, vous faites trop de bruit. Je ne manquerai pas de tout raconter à ma mère, » dit Ritter en se levant de son siège. Il aurait dû rentrer chez lui, il n'avait plus rien à faire ici. Tous ses projets ont été réduits à néant. « Votre Altesse, je sais que vous êtes déçue, mais nous nous rattraperons. Le comte le promet. »« Et pourquoi suis-je déçue ? » ?»« Je vois bien que vous n'étiez pas capable de faire beaucoup plus que cela, » répondit le prince. « Je suis désolée, mais, comme vous le savez, si la reine intervient, mon autorité dans le duché d'Aslan sera encore plus faible. Je vous prie donc d'essayer de persuader la reine de maintenir son parrainage, » demande le comte. « Au fait, Votre Altesse, je tiens à vous avertir que je me souviens de tout, et je me souviens de cette fleur victime qui était sur la lettre de Sa Majesté. »« Qu'est-ce que vous insinuez ?» demanda Ritter en se retournant. « Je n'insinue rien, je vous le dis franchement. Je ne mourrai pas seule. Si vous tentez de m'abandonner, c'est alors que le duc connaîtra la vérité sur la famille royale. Sa Majesté a promis de faire de moi le chef du duché d'Aslan, qu'elle tienne parole.
Tu as raison, j'ai un peu exagéré. Je parlerai à ma mère de son fidèle serviteur. » Avec un sourire en coin, le second prince dit « Il faudra que je dise à ma mère de se débarrasser de ce clébard qui ne sait pas où est sa place. » Le prince se dit en lui-même et quitta la pièce. En marchant dans le jardin, Béatrice ne s'aperçut pas qu'elle s'était endormie. « Je savais que je la trouverais dans le jardin, dans un arbre, » marmonna Artel. « Elle est plutôt prévisible, finalement. » Artel, à l'aide de sa magie, grimpa jusqu'à la branche sur laquelle dormait Béatrice. « À propos, j'ai un cadeau pour toi. J'ai remarqué ce châle en me promenant sur la place du marché. Je pense qu'il te plaira. » Artel sortit le mouchoir de sa poche et en couvrit l'écureuil. En se réveillant, Béatrice s'étira doucement. À côté d'elle, elle vit un mouchoir avec l'image d'un écureuil. De ce mouchoir s'échappait le léger parfum du premier prince. « Artel, tu es enfin de retour !» cria Béatrice joyeuse en rattrapant son compagnon dans le couloir du manoir. « Oui, j'allais justement saluer ton père et Carlitus. Je suis heureux de te voir ici, » répondit Artel à la jeune fille. « Tu as apporté ce mouchoir, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien compris ?» demanda Béatrice. Pour ne pas perdre le mouchoir, la jeune fille le montra à sa main. « Et comment trouves-tu mon cadeau? Je ne savais pas ce que vous aimeriez exactement, alors j'ai choisi selon mes goûts, » dit Artel. « J'ai beaucoup aimé ton mouchoir. Il est très beau et en plus, il sent ton odeur, » s'exclame Béatrice avec joie. « Artel, aimerais-tu recevoir quelque chose en retour? Et moi aussi, je veux te faire un cadeau, alors demande-moi au moins quelque chose. »« D'accord. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, » répond Artel. Artel proposa à Béatrice de marcher avec lui dans la ville. Il voulait que la jeune fille soit sa partenaire dans le festival. « Tenons-nous par la main pour ne pas nous perdre parmi les gens. » Artel tendit la main à la jeune fille. « Maintenant, éloigne-toi vite de ma queue de cheval. » Soudain, son frère Carlitus apparut devant Béatrice. « Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles aussi participer au festival. » Béatrice s'étonne. Carlitus lui répondit qu'il ne manquait jamais ce festival. « Oui, on dirait que je vais avoir du fil à retordre aujourd'hui, et je me réjouissais de pouvoir me promener tranquillement avec Stargirl, » se dit Artel avec nostalgie. « Eh bien, mon frère, j'ai promis à Artel de me promener en ville avec lui aujourd'hui. Ce ne serait pas juste pour lui que tu viennes ici, » remarque Béatrice. « Carlitus, si tu continues à te comporter comme un chien de garde, la jeune femme pourrait te trouver ennuyeux, » demanda Artel. « Et vous auriez dû vous comporter avec ma sœur de manière à ne pas avoir besoin d'une surveillance extérieure, » réplique Carlitus. Remarquant Peg, Béatrice se précipite vers lui. « J'ai pensé jeter un coup d'œil à ce qui se passe autour des cantines gratuites aujourd'hui. Si vous voulez, nous pouvons regarder ensemble. L'une des cantines gratuites se trouve à ce coin de rue, » dit Pegasus. « Comment oses-tu toucher aux ingrédients de la cantine? Tu es le voleur par excellence !» hurla un garde en poussant un jeune garçon aux cheveux bleus hors de la cantine. Béatrice remarqua un couteau pliant universel à la ceinture du jeune homme. Pourquoi ce type a-t-il un couteau universel pliant s'il n'en existe pas encore? C'est le génial inventeur Vine qui se trouve devant moi? Si je me souviens bien, cette personne est morte rapidement dans sa vie antérieure, car c'était un ivrogne. Béatrice réfléchit. Il me semble que si vous soutenez ce scientifique, il peut faire de grands progrès. Il manque juste de soutien. Béatrice s'est approchée de Vin et lui a demandé s'il pouvait lui montrer son couteau. Vin se plaint à la jeune fille que son invention n'est pas encore finalisée, mais il lui fait tout de même une démonstration. « Tu devrais balancer ce truc un peu moins fort, sinon tu vas blesser ma sœur, » grommela Carlitus. « Frère, ne l'effraie pas, » demanda Béatrice. « Je suis très intéressée par votre histoire. Comment avez-vous eu l'idée de créer un couteau pliant aussi intéressant? Racontez-moi cela dans les moindres détails, » demanda Béatrice à Vin. Comme les gens autour de lui n'étaient généralement pas intéressés par l'histoire de Vin, il était heureux de pouvoir au moins partager sa douleur et ses inquiétudes avec quelqu'un. Il était heureux de rencontrer quelqu'un qui l'écoutait attentivement. « J'ai remarqué que vous étiez quelqu'un d'inhabituel, que vous aviez un œil vif et perspicace. Et j'ai tout de suite compris que bien que tu sois mineure, tu es une jeune fille très sage, » s'exclame Vin. « J'ai une faveur à te demander. Ne touche jamais à l'alcool. Croyez-le ou non, l'alcool peut vous ruiner, » avertit Béatrice. « Pour être honnête,
Je n'ai jamais goûté à l'alcool avant, donc je ne sais pas quel est son goût. Mais puisque vous êtes la première à vous intéresser à mon histoire, je vous écouterai. Vin promet. Je veux vous avouer que mon enfance et mon adolescence ont été plutôt tristes. Mon père a emprunté de l'argent à son entourage à de nombreuses reprises, mais n'a jamais remboursé un seul centime. Naturellement, au fil du temps, mon père a été amené à prêter de l'argent. Comme mon père avait besoin d'argent, il m'a demandé de demander des prêts à nos connaissances. Au fil du temps, les gens ont commencé à se détourner de moi. Aujourd'hui, je n'ai plus d'amis ni de connaissances. Vin, je suis sûre que tes inventions te mèneront au succès. Elles sont vraiment remarquables. Je veux diffuser tes inventions. J'ai décidé de vous aider dans toutes vos entreprises. Béatrice esquisse un petit contrat sur une feuille de papier. Vous voulez investir dans mes recherches? Avez-vous l'intention de tirer des bénéfices de mes inventions? Me garantissez-vous vraiment que mes revenus mensuels dépasseront plusieurs milliers? Demanda Vin, surpris, lorsqu'il eut fini de lire le contrat. Ce sera comme ça au début, mais sachez que vos revenus seront de plus en plus importants chaque mois. Tu es vraiment un génie. Tes inventions seront très demandées, promet Béatrice. Béatrice a décidé de recruter une équipe pour l'aider à monter son affaire. Outre Vin, 2 autres personnes faisaient partie de cette équipe. Chakrante était un maître des donjons, des nœuds de cordes et avait des compétences exceptionnelles en matière de travail manuel. Bruce est un excellent cuisinier. Il pouvait créer plusieurs nouveaux plats de tubérosum en peu de temps. La chose la plus importante qui restait à faire était de trouver les fonds nécessaires à l'entreprise. Béatrice prend son plan d'affaires et va voir son père. Après avoir écouté le plan d'affaires de sa fille, le duc lui remit la clé de son coffre-fort. Il autorisa la jeune fille à prendre autant d'argent qu'elle le souhaitait. « Papa, merci beaucoup !» s'exclama Béatrice en s'accrochant à son père. Le lendemain, alors qu'elle se promène dans le domaine, Béatrice croise le comte Zelot dans le couloir. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. À propos, j'ai appris que vous aviez décidé de créer votre propre entreprise. Je suis très désireux de vous aider. Avez-vous besoin de mon aide pour quelque chose? Par exemple, je pourrais gérer l'argent des investissements. Je pourrais même investir dans l'entreprise. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'aide. Tout est déjà planifié plusieurs années à l'avance, répond Béatrice. L'autre jour, le bruit a couru que la fille du duc avait décidé de se mettre à son compte. Elle a donc déjà tout calculé plusieurs années à l'avance. C'est probablement le duc qui l'aide, pense le comte d'un air irrité. Oh! Et le deuxième prince a disparu quelque part. Cela fait 15 jours qu'il est parti pour la capitale, mais on est toujours sans nouvelles de lui. Que se passerait-il si ces serpents insidieux coupaient tout simplement les ponts avec moi? Sans soutien, je mourrais rapidement. Papa, cela fait longtemps que je veux te le dire. Il y a 1 mois, j'ai surpris une conversation entre le comte Zélote et le second prince. Cette conversation m'a semblé très suspecte. Après avoir rencontré le comte, Béatrice se rendit immédiatement chez son père. Le duc propose à sa fille de se rendre dans le jardin pour discuter de tout cela autour d'une tasse de thé. Il me semble que le comte et le second prince sont de mèche. Il est clair qu'ils préparent quelque chose, et j'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Raconte Béatrice. Je savais que la famille royale était derrière tout cela. Je ne sais pas encore quand les vœux ont été rompus, mais je vous remercie de me l'avoir fait savoir, dit le duc à sa fille. « De quel serment parlons-nous maintenant ?» demande Béatrice. Depuis les temps anciens, le serment d'allégeance est transmis de génération en génération à Aslan. Il y a longtemps, lorsque notre famille a été fondée, une règle de défense inébranlable d'Aslan a été créée. Ce jour-là, la magie noble a été utilisée, explique le duc. Ce serment a été étendu à tous ceux qui avaient le sang de la lignée d'Aslan qui coulait en eux. Aucune de ces personnes ne pouvait nuire à la famille. Bien que le comte Zélote soit né hors mariage, le sang de notre famille coule en lui. Il est lui aussi soumis au serment de notre clan. J'observe le comte depuis longtemps, et vos paroles n'ont fait que confirmer mon intuition. D'ailleurs, c'est lui qui a amené la vicomtesse dans notre famille. Même si j'ai perdu confiance dans le pouvoir du serment, je continuerai à enquêter pour punir le comte. Il doit répondre de tout ce qu'il a fait. Et à partir de ce jour, je ne le considère plus comme un membre de notre famille. Il est l'ultime traître. Avant de quitter son bureau, Béatrice a laissé quelques pièges sur son bureau.
Le duc avait dit à sa fille qu'il y avait plusieurs personnes sur le domaine acheté par le comte. La jeune fille espérait les calculer. Béatrice tourna le coin et observa son bureau. Peu de temps après, une servante s'approcha du bureau. Elle se faufila dans le bureau de Béatrice et en sortit quelques dossiers. « Oui, c'est bien. Vous vous êtes laissé prendre à tous mes tours », marmonna Béatrice avec une lueur d'espoir dans les yeux. Artel invite à nouveau Béatrice à prendre le thé. « Hé, tu n'as pas l'intention de rentrer chez toi ?» grommela Carlitus. « Rentrer à la maison, tu dis ? Il y a longtemps que je ne me sens plus chez moi dans cet endroit. Et tu sais très bien toi-même que beaucoup de gens n'aimeraient pas que je revienne, » répondit Artel. Béatrice devina qu'Artel et ses proches entretenaient des relations extrêmement froides. La jeune fille se souvint qu'il n'y a pas si longtemps. Elle n'avait pas de famille non plus. Ce n'est qu'il y a quelques mois qu'elle avait appris ce qu'était l'amour des proches. « Jeune fille, j'ai appris récemment que vous aviez décidé de créer votre propre entreprise. Je suis heureuse pour vous, » dit Béatrice au premier prince. « Oui, dès la semaine prochaine, je veux lancer mon entreprise. Heureusement, j'ai pu trouver des personnes pour m'aider à réaliser tous mes projets, » répond Béatrice. Le duc entre dans la pièce et lui annonce que l'intérieur de la boutique est terminé. Il proposa à sa fille d'aller voir ce qu'il en était. Carlitus et Artel décident d'accompagner le duc. « Je veux seulement aller à mon magasin aujourd'hui avec mon père. La prochaine fois, je ne manquerai pas de vous appeler avec moi, » dit Béatrice en souriant gentiment. La jeune fille avait des projets. Elle craignait que son frère ne fasse tout rater. Béatrice décida d'appeler son premier magasin « Gland d'or ». Dans sa boutique, la jeune fille décida de vendre des objets faits à la main, des inventions de Vine et toutes sortes de sucreries. Béatrice est ravie de constater que dès le premier jour, sa boutique est remplie de clients. Je passais devant et j'ai vu une grande file d'attente. J'étais très curieuse de savoir ce qui se passait ici. Je suis stupéfaite de l'ampleur que vous avez prise. Félicitations pour l'ouverture réussie de votre commerce, s'exclame le comte Zélote en s'approchant de Béatrice. Je ne sais même pas si c'est vraiment... Dois-je vous en parler ? Vous voyez, c'est une situation assez compliquée. Le comte parlait d'un air pensif. Béatrice lui demanda de tout lui dire sans rien cacher. Le comte Zélote demanda à son assistant d'apporter le macramé qu'il avait tissé. « Regardez, mon macramé est le même que sur les murs de votre boutique !» s'exclama le comte. Les visiteurs de la boutique sont surpris. « Vos marchandises sont très semblables à celles qui sont produites dans notre usine depuis longtemps. Je ne voulais pas vous le dire, mais j'ai ouvert ma propre boutique de macramé il y a quelques mois. Ne pouvez-vous pas m'expliquer pourquoi nos produits sont si semblables ? Comte, n'avez-vous jamais pensé au karma qui peut vous arriver ? À votre place, je ne dirais pas que nos produits sont très semblables. En y regardant de plus près, on peut trouver de nombreuses différences, » s'exclame Béatrice. « Vous voulez donc dire que vos objets sont des originaux et non des copies ?» clarifie le comte. « Regardez votre macramé. » Béatrice tire sur le bord de la pièce et le macramé se désagrège immédiatement. « Oh, je crois que j'ai fait une erreur. Vous voyez, nous ne tissons pas intentionnellement des fleurs sur le bord de nos pièces. Nous savons très bien qu'elles peuvent perturber le dessin. Je suis surprise que votre défaut soit si semblable à celui dont nous nous sommes débarrassés. « Madame, un produit défectueux ne change rien à l'affaire, » s'exclame le comte. « Apportez tous vos produits ici et nous verrons s'il y a des défauts. S'il n'y a plus d'articles défectueux dans votre marchandise, alors je vous présenterai mes excuses, » répondit Béatrice. Béatrice demande à chaque rente d'apporter son projet de macramé. « Il s'agit de notre premier projet sur lequel nous nous sommes disputés. Si vous êtes attentifs, vous verrez qu'il y a des ornements floraux dans le bas. Cependant, nous avons dû abandonner ce schéma, parce que si vous faites un nœud, tout le dessin s'écroule. Nous avons créé la version actuelle en éliminant ce défaut. Regardez, j'ai beau tirer, rien ne se défait. Comte, c'est à ton tour de répondre. Expliquez-nous pourquoi le premier macramé que nous avons redessiné a commencé à se vendre dans votre boutique. Je ne comprends pas moi-même comment c'est arrivé. Il arrive que des marchands aient des inspirations similaires. Peut-être est-ce le CAS ici ? Dit le comte Zélote. Comte, une telle excuse ne fait que renforcer ma conviction que vous avez volé notre stratagème, s'exclama Béatrice.
Il semble que l'équipe de mon atelier ait agi en secret. Désormais, je contrôlerai mes subordonnés pour m'assurer qu'une telle chose ne se reproduira plus. » Le comte Zélo comprit que sa ruse avait échoué. Il fallait mettre fin à cette conversation au plus vite. « Et vous, comte, un maître n'a pas besoin de crier sur ses subordonnés quand ils se conduisent mal. Il doit les guider dans la bonne direction et assumer la responsabilité de leurs décisions. C'est pourquoi je vous demande des comptes. » Chakrante et Vin s'approchèrent du comte et le prirent sous les bras. « Pour avoir vendu des contrefaçons, vous devez marcher avec nous. Vous devrez patienter jusqu'à ce que les gardes arrivent, » dit Chakrante. Le soir, son frère et le premier prince vinrent chercher Béatrice pour la raccompagner. Je voulais être le premier visiteur, mais Tails a pris soin de dissimuler l'emplacement et la date d'ouverture de sa boutique. Alors j'ai été le tout dernier, grommela Carlitus. Heureusement que mon père m'a expliqué toute la situation. Je sais que tout a été mis en place avant que le comte n'apparaisse. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Je m'en serais occupé rapidement sur place. C'est exactement pour cela que je ne vous ai pas appelé. Vous agissez de façon trop radicale, réplique Béatrice. Combien de fois pourrons-nous être harcelés? Cria Carlitus en dégainant son épée. Carlitus pointa son épée vers les deux jumeaux. Frère, que fais-tu? Ce sont de petits enfants! Cria Béatrice, effrayée. Nous ne poursuivons personne. Nous sommes venus ici car nous avons quelque chose à dire. Ou plutôt, nous avons quelque chose à dire au lion, s'exclament les enfants. Si c'est le Sias, vous feriez mieux de vous dépêcher de partir, dit Carlitus d'un ton mécontent. Les jumeaux s'approchent de Béatrice. 6. Nous t'avons vu attraper des serpents. D'une seule voix, les enfants répondent. Non, vous vous méprenez. Je ne suis pas une lionne, je suis un petit écureuil. Je n'ai jamais attrapé de serpent. Béatrice s'étonne. Dans toute cette compagnie, le lion, c'est moi. Il est fort probable que vous vouliez me parler, dit Carlitus. Non, nous vous avons bien vu attraper un serpent. Ce serpent maléfique est le comte Zélote. Notre sœur nous a dit que s'il ne revenait pas avant longtemps, il fallait retrouver le lion. Les jumeaux commencèrent à s'expliquer. Il y a quelques mois, notre sœur et moi avons enterré un petit coffre. Ma sœur nous a expliqué qu'il s'agissait d'un coffre extrêmement important. Le lendemain, la sœur est partie travailler et nous a demandé de l'attendre. Ma sœur nous a dit que si elle ne rentrait pas à la maison plusieurs jours de suite, nous devrions déterrer le coffre et donner son contenu au lion. Elle nous a expliqué que le lion est la personne qui est capable de supprimer un serpent. C'est ainsi que les jumeaux me l'ont remis. Malheureusement, tout ce qui s'y trouve est crypté avec un code secret. Serait-ce une instruction envoyée par le comte? Béatrice tendit un petit parchemin à son père. Les jumeaux m'ont dit que le comte Zélote avait confié une mission à leur sœur. Comme elle n'est pas revenue depuis un certain temps, il me semble qu'il s'est probablement servi d'elle et l'a tuée. L'heure de la disparition de leur sœur coïncide avec l'heure de l'incendie de l'entrepôt d'approvisionnement de l'armée. Puisque le corps de la femme soupçonnée d'incendie criminel a été retrouvé à ce moment-là, je pense qu'il s'agit de la sœur des jumelles. Certainement, l'incendie a été allumé par le comte, et pour rejeter la faute, il lui a ordonné de se suicider. Pour l'instant, nous n'avons encore rien dit aux jumeaux. Raconte Carlitus. Nous devons venger ces enfants. Envoyez une équipe de décryptage ici immédiatement, ordonne le duc. Père, nous avons déjà rassemblé suffisamment de preuves. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement tuer le comte? Pourquoi faisons-nous du surplace depuis des mois? Demanda Carlitus. Si nous tuons le comte maintenant, nous ne pourrons pas découvrir ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Si nous continuons à creuser, nous pourrons découvrir comment le comte Zélote s'est écarté du déjeuner familial, dit Béatrice. C'est un code assez simple. Il ne faudra pas longtemps pour le déchiffrer. Nous aurons terminé avant que votre seigneurie ne revienne au manoir. Les crypteurs ont dit cela après avoir examiné le code. « Papa, tu vas quelque part ?» demanda Béatrice à son père. « Oui, je vais à la montagne pour un moment. Il paraît qu'on y a découvert un grand rassemblement de prédateurs. Quand l'hiver arrivera, il leur sera difficile de se nourrir. Alors ils se dirigeront vers les maisons des gens et causeront des dégâts, » répond le duc. « Pour éviter cela, nous allons utiliser le pouvoir du loup-garou. Alors vous restez ici et vous attendez mon arrivée. Je vous promets de revenir dès que j'aurai terminé. Je suis sûre que ce ne sera pas long. Tu n'auras même pas le temps de me regretter. »
« Tu vas utiliser les pouvoirs des loups-garous? C'est incroyable. Je veux le voir de près. Tu m'emmèneras avec toi, n'est-ce pas ?» Béatrice croisa les bras en priant et déploya sa queue d'écureuil duveteuse. Le duc regarda sa fille. Cette expédition était très dangereuse, mais il ne pouvait pas la lui refuser. Après avoir réfléchi, le duc accepta d'emmener Béatrice avec lui. Il s'était autrefois promis d'exaucer toutes les demandes et tous les souhaits de sa fille. Il se rattrapera.